On est lundi 14 novembre et je débute un nouveau carnet de lecture, mais qui sera en fait un challenge semaine à 1000 qui est organisé sur Instagram par le petit pingouin vert qui, je crois, vient tout juste d'être maman, donc je ne sais pas si elle passe par là, mais à l'occasion, si elle passe par là, je lui fais un petit coucou et je leur souhaite beaucoup de bonheur. Et voilà, c'est cool quand il y a un petit bout qui arrive comme ça. Voilà, donc la semaine à 1000 commence. J'ai pas lu ce matin. Je reviens en fait d'un salon créatif où j'ai quasiment pas lu, enfin sauf le matin très tôt quand mon fils dormait. J'ai pris ma Kindle et j'ai commencé à lire La cuisinière de Mary Beth Keane, qui est inspirée, je crois, d'un personnage qui a existé, une cuisinière qui au moment de la typhoïde, en fait, n'avait pas de symptômes et on l'accusait en fait de porter le virus et d'aller en fait tuer des gens dans les différentes familles où elle a pu être cuisinière. Et donc c'est son histoire, on la suit en fait d'abord dans ses différents emplois, puis après on comprend qu'elle a été enlevée et emmenée de force, sans forcément avoir de mobile, de mobile pour pouvoir en fait l'accuser de meurtre, parce que en fait elle a jamais été malade de sa vie, donc elle trouve que tout est normal, donc elle comprend pas, et en fait on va l'emmener dans un centre où elle va faire, en fait, elle va subir des tests, des analyses d'urine, des choses comme ça tous les jours, sans forcément qu'elle soit enfermée. On la met de côté et on essaie d'analyser en fait tout ce qui sort d'elle pour comprendre pourquoi est-ce que déjà elle ne tombe pas malade, et pourquoi comment est-ce qu'elle pourrait en fait le transmettre. Voilà, donc elle pense que c'est un complot, elle pense qu'elle est enfermée là par erreur et qu'elle ne devrait pas du tout être là, et donc elle va essayer de s'en sortir. Donc en fait son compagnon est ailleurs, donc c'était une époque où forcément c'était difficile, la communication se faisait par lettres, et son compagnon n'est pas très comment dire, il n'arrive pas à lui envoyer beaucoup de lettres. Il semble être un peu perdu sans elle, sombrer peut-être dans l'alcool, tout ça, donc elle s'inquiète beaucoup pour lui. Elle n'a qu'une envie, c'est rentrer, et elle est isolée sur une île, et en fait on ne sait pas trop ce qui va se passer. J'ai lu 20% du livre. Je pense qu'il va y avoir un procès, je pense qu'on va suivre son procès. Là il y a un avocat qui vient de prendre l'affaire, donc je pense que ça va être un peu ça. Alors j'ai lu 20%, je voulais voir, ouais, j'en suis à la page 83, il faut que je le note. Je noterai après, donc je suis sur la page 83 sur ce livre, au chapitre 5. Et sinon, je suis en train de lire aussi 2 choses que je vais chercher. Alors, je suis en train de lire La 9e maison, et il doit me rester une centaine de pages. Il faut que je note, mon livre est en bas, donc je ne vais pas aller le chercher, mais je vous mettrai ici le nombre de pages que j'ai lues. Je pense que c'est celui que je vais continuer après. Et en lecture commune, je lis aussi Notre part de nuit de Mariana Enriquez, et je l'ai mis en stand-by en fait. J'en suis à la page 228, pas parce qu'il ne me plaît pas, c'est que je trouve que l'univers est vraiment très proche de La 9e maison, et du coup ça n'allait pas de lire les deux ensemble, donc je vais d'abord finir La 9e maison et ensuite je lirai ça. Voilà. Voilà. Sinon je lis aussi Secret de sorcière, donc ça j'aimerais bien le finir cette semaine. J'en suis à la moitié, c'est vraiment, ça se lit très vite, je le lis le soir avant de me coucher. C'est un album graphique. Et puis en BD, j'aimerais lire le tome 3 de La petite faiseuse de livres. Donc ça, voilà. Et parce qu'en fait, il faut que je le lise avant mercredi, parce qu'il faut que je le rende à la bibliothèque. Et également La quête de l'oiseau du temps, le premier tome de Le Tendre et l'Oiselle chez Dargaud.
Donc ça c'est une relecture, je me souviens plus du tout de l'histoire, donc j'ai envie de retourner dedans, voir si je prends la suite. Sinon en roman, cette semaine, j'aimerais bien lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps, donc je vous les présente. C'est parmi ceux-là que je vais aller piocher. On verra lesquels je lis. Peut-être Anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan parce qu'il est dans mon Black November. J'ai pas lu celui de cette semaine. Les liaisons dangereuses. Le Coderlo de Laclos, ça c'est sûr, je vais le lire. Et je sais pas, je me dis peut-être ce week-end ce serait cool de le commencer. J'aimerais bien aussi lire My Absolute Darling de Gabrielle Talente. Et après, en BD, j'ai aussi mis Le Livre des Sorcières, le tome 2. L'Éden des Sorcières, le tome 4. Et j'aimerais relire le tome 3 du Renard et du Petit Tanuki. Donc, c'est ma pioche de la semaine. Après, ce que je lis pas, je le lis pas. Voilà. Voilà pour la semaine à 1000. Donc, j'avance et dès que j'ai lu... je vous dis ce que j'ai lu, tout simplement. Je vous dis à plus tard. Hello du mercredi soir, il est 19h. Vous entendez peut-être la pluie, il pleut juste au-dessus sur le Vélux. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Mais de toute façon, la séquence ne sera pas très très longue. Donc, je viens vous parler de 2 choses que j'ai fini de lire. Alors ici, on a un livre que j'avais acheté pour lire à mes enfants, et notamment dans le cadre de l'année asiatique que j'organise et qui prend bientôt fin, puisque ça continue jusqu'à la fin décembre de cette année. Peut-être que je vous fasse un point sur toutes les lectures que j'ai pu faire, mes préférées, celles que j'ai moins aimées, tout ça. Je n'ai pas encore réfléchi à la forme. Voilà, mais j'ai lu pas mal de choses, donc... Voilà, ça en fait partie. Donc, c'est un livre de Ipei Otsuka. On est chez Inis Éditions. Fables et légendes japonaises. Il y a un second tome qui est sorti et qu'on va certainement acheter parce qu'on a beaucoup aimé. Ça reprend, je vais vous dire, ça reprend des petits contes et des légendes, des fables et des légendes, comme le nom est écrit. Celui-ci est sorti en 2021 pour la présente édition. Donc je pense que le dernier est sorti cette année. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 légendes. Donc par exemple, je vais vous en dire quelques-unes. On a Son Goku et le voyage en Occident. Ça doit certainement vous parler, Son Goku, puisque ça fait référence au dessin animé Dragon Ball, c'est ça, Dragon Ball Z. Après, il y en a peut-être d'autres qui vous parleraient. Kintaro, l'enfant d'or, la bande des Tanuki de Shoujo, la princesse porte-vase, tout ça. On les a lus dans le désordre, un peu comme on le voulait. En fait, on y est allé difficilement dedans. Et puis un soir, Lucien m'a dit j'aimerais bien essayer, tu m'en lis une. Il a choisi celle qu'il voulait. Et l'histoire a été franchement bien écrite. Et surtout, ce qu'on a bien aimé, j'ai trouvé, c'est pas sur chaque fable, mais par exemple sur Momotaro, vous voyez, à la fin, il y a à propos de Momotaro, et on vous explique comment la fable a pris différentes facettes dans la culture japonaise, comment est-ce qu'elle a été plusieurs fois adaptée, un peu comme vous savez notre Cendrillon ou le Petit Chaperon Rouge qui peut avoir différentes fins. Là c'est un petit peu la même chose, les représentations varient, surtout que souvent ce sont des contes et des fables qui remontent à il y a très longtemps. Par exemple... L'histoire de Momotaro est originaire de l'époque de Muromachi, entre le XIVe et le XVIe siècle, par exemple, celle-ci. Donc c'est quand même intéressant. Et après, ils expliquent justement comment ça a été repris dans des dessins animés, dans des films. Je trouve ça super intéressant d'un point de vue historique. C'est vraiment très riche. On a beaucoup aimé. Et je pense qu'on va lire la suite. Notre préférée, en tout cas moi, ma préférée, c'était Taro Urashima. Si je vous dis pas de bêtises. Taro Urashima. Oui. C'est l'histoire de ce pêcheur qui monte sur le dos d'une tortue et en fait la tortue va se transformer en jeune femme, si je vous dis pas de bêtises. Et il va y avoir une histoire d'amour. C'est la princesse Otto, la fille du roi dragon. Voilà.
Oui, et donc l'histoire elle est super belle parce que en fait il est emmené dans la mer par cette tortue, il tombe amoureux de cette princesse, mais il est vraiment, il languit sa terre natale et en fait elle lui dit, elle lui donne quelque chose, elle dit tu peux retourner si tu veux là d'où tu viens. Je te donne ce coffret et surtout ne l'ouvre pas. Et, euh, et voilà, donc il ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir. Et la fin est extrêmement tragique, mais c'est très bien écrit, c'est très bien traduit. J'ai trouvé que c'était chouette, c'était émouvant, beau et en plein de significations, un peu comme nous, nos fables le sont aussi. Je trouvais que c'était vraiment bien. Donc vraiment, c'est pas un coup de cœur, mais presque, on frôle. Je pense que je vais mettre 4,5 sur 5 sur Livre Addict. Vous avez vu, j'ai dit on frôle un peu, c'est le petit retour d'accent du Sud que j'ai jamais vraiment eu, mais quand même. Alors attendez 2 secondes. Et sinon, j'ai fini la bricasse, la 9e maison de Laïs Bardugo chez De Saxus ici. Alors, j'aurais voulu laisser passer peut-être un peu plus de temps pour savoir ce que j'en ai pensé. Pour moi, il est très difficile de savoir ce que j'en ai pensé. Alors, je suis partagée. Disons, j'ai adoré la fin, j'ai trop envie, c'est de lire la suite. Déjà, ça, c'est vraiment ce que vous pouvez savoir tout de suite là. En revanche, il y a plusieurs choses qui m'ont embêtée. J'ai trouvé l'immersion dans ce monde difficile. C'est un monde lugubre. Mes enfants qui jouent à un jeu vidéo. J'ai trouvé l'immersion dans ce monde difficile parce qu'il y a des allers-retours. Par exemple, on commence avec l'hiver, ensuite on retourne dans l'automne, mais on ne sait pas si c'est l'automne juste avant ou l'automne d'avant. Moi j'étais un peu perdue, surtout qu'il y a des personnages différents. Le personnage principal d'Alex Stern est assez passionnant. Je trouve qu'il est, il est extrêmement mystérieux, on ne sait pas tout. On sait qu'elle elle a certainement tué des personnes, qu'elle voit des fantômes et que quelqu'un l'a sauvée, issu en fait de l'université de Yale, pour la mettre là à l'université de Yale parce que on veut exploiter ses capacités. Donc on l'a extirpée d'un lieu qui semblait assez sordide, où on ne sait pas trop. On sait qu'elle vit avec une mère qui la comprend pas parce qu'en fait depuis qu'elle est petite, elle explique qu'elle voit pas les choses et en fait qu'elle voit des fantômes et personne la croit et il se passe des trucs assez terribles parce que elle sait pas quoi faire de sa vie, elle sait pas comment faire parce que ces fantômes, elle sait pas comment s'en protéger. Et quand elle arrive à l'université de Yale, et notamment dans la 9e maison à laquelle elle appartient, la 9e maison qui est là pour superviser beaucoup de rituels et pour protéger chaque maison en fait, chaque entité, voilà c'est ça, chaque entité en fait de l'arrivée des fantômes parce qu'à chaque fois qu'il y a des rituels, il peut y avoir ce qu'on appelle des grilles. Et elle appelle pas ça des grilles, hein. Mais comment elle appelle ça? C'est intéressant d'ailleurs. Je l'ai lu il y a pas très longtemps, je trouvais que c'était intéressant de savoir comment elle l'appelait. Les transparents, les sans... Ah zut, je sais plus. Vous savez peut-être, rappelez-le moi si vous le savez. Parce que je trouve ça intéressant. Bref. Elle a une vision des choses complètement différente de là où elle arrive. Elle va rencontrer, donc là quand on est en automne, on sait qu'elle rencontre un personnage assez mystérieux aussi, Darlington, dont on va connaître l'histoire petit à petit quand on va être dans le passé, parce qu'on comprend assez rapidement que cette personne a disparu au moment où commence l'histoire en hiver. Donc j'ai trouvé que le fait de ne pas savoir où on était, elle nous a perdus. Alors certainement volontairement pour rajouter une ambiance assez mystérieuse. C'était bien, mais je trouvais que c'était pas forcément évident. Voilà. Donc finalement, si vous commencez ce livre, ce que je vous conseille quand même, laissez passer les 100 premières pages, accrochez-vous. Il n'y a pas énormément de personnages, donc en fait ça se lit quand même assez bien. En revanche, on ne sait pas trop où on crèche et on ne sait pas trop à quoi on a affaire et à qui on a affaire. Donc laissez passer les 100 premières pages, elle va nous raccrocher, vous allez comprendre. Après ces 100 premières pages, j'ai
adoré, j'ai été complètement happée par l'histoire à la page 300 à peu près, j'ai bien aimé. Et puis, il y a eu une sorte d'enquête, parce que je vous raconte pas, mais il y a un meurtre, il y a un flic là-dedans qui est assez intéressant, une sorte d'enquête, mais en fait pas vraiment, parce que la personne qui a fait l'enquête, c'est pas forcément le flic, qui est un peu dépassé par la situation, mais le personnage du flic est assez chouette. Il y a le dénouement d'une enquête, hein, et là, j'ai trouvé que c'était long, je me suis dit, oh là là, c'est... Ok, tout ça pour ça, pourquoi pas, hein. Et puis, à la fin, les 150 pages, 150 dernières pages, j'ai trouvé ça génial, parce que elle nous embarque, elle reprend cette enquête et elle va tout, enfin je vais pas trop vous dire, mais il y a plus, voilà, tout simplement, je m'arrêtais là, il y a plus en fait, il y a plus de choses qui sont dites, on remet tout ce qu'on a pu apprendre par morceaux dans un certain ordre pour comprendre un peu en même temps que Alex. J'ai trouvé ça assez passionnant. J'ai trouvé que le rythme final était génial. Bien sûr, il donne vraiment envie de savoir la suite, qui sort d'ailleurs là, je crois, en février. Alors, je vais pas me jeter dessus, mais je lirai. Ça, c'est la première chose. Je trouvais qu'il y avait... Donc, finalement, je trouvais qu'il y avait quand même un problème de rythme. Mais j'ai bien aimé le récit, j'ai trouvé que les personnages étaient riches, donc c'est de la Dark Academy, on appelle ça la Dark Academy parce que ça a lieu dans une université avec certainement un meurtre, des mystères, des forces obscures, donc voilà, on est vraiment dans cet univers-là, donc c'est pas mal. Franchement, c'est dans l'ambiance, on est dans une ambiance vraiment, vraiment chouette, mais voilà, des petits problèmes de rythme selon moi, et... c'est truffé de fautes d'orthographe. J'en ai noté, je me suis arrêtée à un moment de compter, il y en avait 8, quoi. 8 fautes d'orthographe, 8 fautes de frappe, la plupart du temps, pas des grosses fautes d'orthographe. Et moi, ça m'a gênée, hein. Franchement, pour une maison d'édition qui vend ses livres aussi cher, ça me pose problème quand même. Ça me bloque, en fait, ça me bloque dans ma lecture et je fais oups, je le laisse jamais passer en fait. J'ai un peu l'œil averti pour les fautes et ça me pose problème. Et là, quand il manque des mots, bah du coup, tu es obligé de relire la phrase et tu t'arrêtes dans ton rythme. Je trouve pas ça cool. Bon après, peut-être qu'il a été réédité depuis, mais je pense pas que c'était quand la première édition. C'est sorti il y a un moment, hein, je crois. Traduit il y a un moment. Traduit de l'anglais par Sébastien Guillot. Bon, alors après, la traduction est bonne, mais la relecture, vraiment moyenne. 2019, sous le nom de Ninth, je sais pas comment on prononce, Ninth House, et donc il est sorti en 2020 pour la présente édition. Moi, il est un petit peu rincé parce que je l'ai acheté sur Vinted, mais ça me va. En fait, franchement, ça va. Il n'est pas cassé, la tranche n'est pas cassée, donc moi, ça va. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'ai repris La Cuisinière. J'ai oublié de noter où j'en étais de ma lecture audio et pourtant j'ai bien avancé. Je suis en train d'écouter Vampiria de Victor Dixon. C'est pas mal. Voilà, je voulais expérimenter l'écriture de Victor Dixon. C'est pas mal. Voilà, on est dans la bit-lit. Pour le moment, personne ne s'est fait vraiment mordre. Enfin, il y a des gens qui sont morts, mais personne ne s'est fait mordre. On va voir. Voilà, donc quand même, moi je dirais, j'ai envie de vous dire de plus en plus les notes que je vais pouvoir mettre. Je pense que je mettrai 4 sur 5 parce que j'ai vraiment envie de lire la suite. En revanche, si je m'étais arrêtée à la page 300, 300 ou 350, j'aurais mis 3,5 sur 5, vous voyez. Donc la fin a fait remonter la moyenne. Voilà, je vous laisse. Hello du dimanche matin. Alors, je m'apprête à tourner ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Mais avant, je vais vous parler de la dernière lecture. J'ai pas calculé le nombre de pages, mais franchement, je suis pas sûre que cette semaine, je réussisse à faire mes 1000 pages. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de lecture. C'est comme ça, en ce moment, c'est un peu chaotique. Parce que grosse fatigue, parce que plein de trucs à faire. Alors... je regarde en fait parce que j'ai un message Discord. J'ai fini, ça vraiment je l'ai lu
au compte-gouttes le soir quand j'allais dans mon lit, genre quand je buvais ma tisane, parce que c'est mon petit plaisir. C'est le soir quand je me fais des soirées lecture, je dors pas en fait, hein, mais pendant un petit moment, je bois ma petite tisane, soit je tricote un peu et je regarde une vidéo pas trop longue, genre 20 minutes, parce que je veux pas regarder trop d'écran et je veux surtout consacrer ma soirée à la lecture. Soit je feuillette par exemple des albums grand format, j'aime bien. Soit je fais ma lecture commune, vous savez, où on a 20 à 30 pages par jour. Donc ça, c'est des petits trucs que je fais le soir. Et j'ai lu celui-là, cet album qui est un album jeunesse, mais très très bien fait, franchement, jeunesse, et moi j'ai appris des choses, vraiment j'ai appris des choses. C'est édité chez La Martinière Jeunesse, et c'est une collection. Moi j'ai envie de... Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Secret de vampire, qui me tente énormément, que je m'offrirai, je pense, à la fin de l'année prochaine, dans le cadre peut-être du Pumpkin Autumn Challenge, parce que la collection est vraiment très 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 belle. Donc là, c'est une initiation à notre histoire et à nos savoirs. Moi, ce que j'ai adoré, c'est la partie historique. Je trouvais que c'était très intéressant. Donc c'est un album qui a été fait par 3 femmes, Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez. Il est au prix de 18 € et c'est vraiment un très bel album. Si vous voulez l'offrir à une jeune fille, moi je vois bien, par exemple à ma nièce, je verrais bien... offrir ça parce que je trouve ça super intéressant. C'est possible d'ailleurs que je lui offre pour Noël, je le trouve vraiment très très chouette. J'aime beaucoup, alors je vais vous montrer, il y a des illustrations vraiment splendides. Je ne sais pas qui a fait les illustrations, si les trois autrices l'ont fait. Je vais juste vous montrer d'abord, je vais vous parler du sommaire. Je vous dis, voilà, il y a une introduction avec une étymologie, des définitions. Ensuite, il y a la nature comme puissance magique. Ensuite, on part au Moyen-Âge, puis à la Renaissance. Ensuite, le triomphe de la raison, le romantisme et le réenchantement du monde. Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour, donc c'est plutôt l'époque actuelle, contemporaine. Et ensuite, à partir de la page 58, on a les symboles magiques et en pratique. Et moi, j'ai beaucoup aimé vraiment toute la première partie. Donc les autrices s'adressent à nous comme si on était des apprentis sorcières. Alors c'est pas que des apprentis, c'est-à-dire que pour elles, le parti pris, c'est que toute femme est une sorcière et qu'on a toutes à exploiter nos savoirs et nos connaissances, notamment savoir ce que ça veut dire, d'où ça vient, pour nous-mêmes en fait pratiquer la sorcellerie. Je vais vous montrer quelques dessins vraiment assez extraordinaires. Alors moi j'ai beaucoup aimé le dessin. J'ai trouvé qu'il faisait vraiment partie intégrante du propos. Le propos est consistant mais pas trop lourd, et ça c'est franchement bien pour les albums jeunesse. Je vais vous montrer, surtout il y a des choses qui me plaisaient. Regardez comme elle est belle, franchement. Elle est très très belle. Elle est très belle, mais c'était une époque où ces femmes étaient brûlées vives, quand même. Donc c'est assez terrible. Là, je trouve ça, les dessins avec les mains, je les ai trouvés particulièrement beaux. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment aimé la partie historique. Je vais essayer de vous montrer des dessins un peu plus contemporains. Par exemple, là, ensuite, ils expliquent Le Magicien d'Oz, qui est un des premiers films qui va reprendre le thème de la sorcière, mais d'un point de vue positif. Et puis, ils parlent de Ma sorcière bien-aimée, de Charmed, de Buffy contre les vampires. Et ils expliquent comment le mythe de la sorcière est à nouveau remis en valeur pour justement anéantir tout l'historique terrible qui est derrière. Et là, on a par exemple Hermione Granger, qui représente le savoir, l'intelligence, le fait d'être malin et de savoir connaître les formules. Et voilà. Donc ensuite, il y a toute une partie sur les symboles magiques. Et intéressant, celui-là, je l'ai noté pour moi. Ça commence par le chiffre 3. Et vous savez que moi, c'est un de mes chiffres sur la chaîne. C'est un chiffre important pour moi parce que déjà, j'ai 3 garçons. Donc c'est vraiment pour moi, c'est une sorte d'équilibre. Et en lisant ça, j'ai trouvé ça super. Donc le chiffre 3, passé, présent, futur, corps, esprit, âme, terre, eau, ciel, animal, végétal, minéral. Le chiffre 3 est chargé d'un grand pouvoir symbolique dans toutes les cultures du monde. Il évoque l'équilibre comme le triangle qui lui est associé. Et
mais c'est tellement vrai. Donc je trouvais ça rigolo parce que je ne savais pas en fait qu'il représentait quelque chose d'un point de vue sorcellerie. C'est comme le chiffre 7 et le nombre 13, ceux-là on les connaît, mais le chiffre 3 je ne savais pas en fait. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et alors après il parle des représentations des animaux, le chat, la chouette. Donc c'est quand même intéressant. Après il y a tout la partie en pratique avec l'herbier des sorcières et le pouvoir des plantes, et c'est super intéressant. Vraiment c'est chouette, mais après j'irai pas le mettre en pratique particulièrement parce que j'aurais peur de faire des bêtises. Le pouvoir des pierres, ça ok, je suis pas forcément, voilà, bref, c'est intéressant mais moi ça me parle pas. Initiation au pendule divinatoire, c'est pareil, ça me parle pas plus que ça. Talisman, pentacle, amulette et porte-bonheur. Oui, bon, alors voilà, fabrique ton talisman, tout ça, c'est plutôt sympa, je pense que c'est plus ludique, mais moi ça m'a moins parlé que tout le début du livre, c'est ce que je voulais vous dire. Donc oui, je vous le conseille, et moi j'irai voir la partie vampire prochainement, mais c'est un très très beau livre, je suis vraiment contente de l'avoir, même en déco, cette couverture est splendide. Voilà. J'ai lu et j'ai pris le temps, j'ai mis le temps, je dirais même plutôt. Magus of the Library, je l'ai lu sur 2-3 jours. J'avais du mal à rentrer dedans. J'ai eu du mal à rentrer dans ce tome 4. Donc c'est Mitsu Izumi. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Et pourtant, vous savez que c'est vraiment une saga que j'adore. C'est une saga pépite. Et à la fin de la lecture du tome 4, je continue à dire ça. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai trouvé que... je ne vais pas vous dire plus que ça parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais on est dans un univers magique où le livre a un rôle très important. Et en fait, des Akuna sont formés pour protéger ces livres. Et donc, en fait, il faut, pour devenir Akuna, passer un concours, voilà, faire une année d'initiation et pouvoir ensuite être élu pour pouvoir être protecteur des livres ou alors assistant protecteur. Donc on va suivre le personnage de Shio qui est là, et en fait là où j'ai eu du mal, parce que déjà mon cerveau est un peu trop rempli en ce moment et une certaine fatigue est présente, et il y a une ribambelle de nouveaux personnages. Alors c'est très difficile, on vous explique qui ils sont, je trouve que les dessins sont parfois assez ressemblants, je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si je peux trouver une page. On a beaucoup de pages qui reprennent qui sont ces personnages, quelles sont leurs qualités, leurs défauts. Je vais essayer de vous retrouver ça. C'est plus à la fin, je crois. Voilà. Typiquement, on essaie de les classer un petit peu. On vous présente les personnages. Donc, vous avez son nom, d'où elle vient, qui elle est, ses capacités. Elle, par exemple, c'est celle qui a eu le concours. Je ne vais pas vous dire, mais une de celles qui est les meilleures, une des plus intelligentes. On a d'autres personnages, là, on a Shio qui partage sa chambre avec ses 2 autres personnes. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'encarts comme ça. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup avec de nouveaux personnages. Mais il faut s'accrocher. Et en fait, petit à petit, tout prend sens. On a été interrompu parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de Joseph, mon second, qui a 12 ans. Et donc mes parents l'ont appelé sur le WhatsApp pour le voir, lui faire coucou. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'informations, mais accrochez-vous parce que je pense que c'est un album de transition. Voilà, il y a toujours le personnage de Shio qui est vraiment très chouette, très touchant. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que bon, il n'y a pas de... C'est pas un manga où on est vraiment dans un rythme palpitant, où on se demande ce qui va se passer, tout ça. On sait que le sujet principal tourne autour de la formation de ce Shio qui a un mana, donc une puissance assez importante, mais qu'il ignore encore, il est trop jeune pour savoir quoi en faire. Et on sait que ça tourne quand même autour de ça. À la fin de cet album-là, il y a un petit truc, il y a une information importante qui arrive et qui donne vraiment envie de lire la suite. Alors à ce jour, le 5e tome est sorti, je vais me le procurer, je ne sais pas trop quand j'aurai de l'argent pour m'acheter des nouveaux mangas. Et
mais je crois que c'est tout. Donc, je sais que certaines attendent d'impatience le tome 6 déjà. Donc moi, je vais prendre le temps avant de lire le tome 5. Et de toute façon, je sais que c'est une saga manga que je vais relire plusieurs fois. Il y a des chances parce que c'est vraiment super intéressant. Et même s'il n'y a pas un rythme haletant, c'est hyper riche. Alors en dessin, toujours aussi chouette. Je vais essayer de vous montrer des dessins. Chaque fois, je me disais, je prenais le temps de le lire parce que je trouve que vraiment, je trouve qu'il y a des dessins, notamment d'architecture, qui sont splendides. Vous voyez un petit peu l'ambiance. On est vraiment dans une atmosphère. Des personnages... vous voyez, on est vraiment sur du détail. Alors parfois, il y a des pages où il y a beaucoup de texte, parfois non. Et je vais pas vous montrer les dernières pages, mais j'ai adoré les dernières pages. Voilà. Donc voilà, je peux vous le conseiller vraiment parce que il est bien. Alors c'est pas le tome que j'ai préféré, vous avez compris, mais vraiment j'ai quand même bien aimé. Et sinon j'ai écouté en audio et j'ai fini d'écouter hier le premier tome de Vampiria de Victor Dixon. J'avais envie de lire de la beat lit un peu et je connaissais pas, j'entends parler de Victor Dixon qui était un auteur français de fantasy assez connu et j'ai envie de découvrir des auteurs français dans ce genre-là. Et donc je suis allée écouter Vampiria. Alors c'est une saga en 3 tomes, ils sont tous sortis et elle est terminée. J'ai trouvé que c'était chouette parce que certes on est dans un univers un peu original parce que on est à la cour de Versailles. Alors on n'est pas vraiment à la cour de Versailles quand ça se passe, on est d'abord dans un petit village, mais on sait que le roi Soleil n'est pas mort et qu'il a mis en place la Vampiria, qui est un système où certaines personnes peuvent devenir vampires. Ils sont élus par le roi Soleil pour devenir vampire et donc être immortel, et que ce ne sont pas des vampires qui vont tuer des hommes pour manger, mais il va y avoir une sorte d'impôt sanguin, je ne sais pas comment on dit, mais un impôt qui est chaque mois, chaque personne va devoir donner tant de sang pour pouvoir nourrir les vampires. Donc on est quand même sur une royauté avec des classes sociales très fortes qui reprennent les codes de cette époque-là. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. On va suivre une roturière qui se fait appeler Diane, mais c'est plus son prénom, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Son vrai prénom, c'est pas ça. Et en fait, elle a quoi? Elle a 15 ans, 14 ans, 15 ans. C'est une jeune fille téméraire qui aime bien chasser, qui vit avec ses parents, qui sont aimants. Voilà, qui a plusieurs frères aînés avec qui elle a des relations très proches. Et en fait, un jour, il va y avoir un drame, toute sa famille va se faire tuer. Et elle va usurper l'identité d'une jeune femme de la haute société qui va aussi mourir. Et en fait, elle va se faire passer pour elle et elle va essayer de se venger. Elle va rejoindre en fait la cour du roi et elle va essayer de se venger. Et pour se venger, elle va devoir en fait devenir une pupille. Elle va devenir une pupille du roi et essayer de se rapprocher le plus de lui pour pouvoir lui inspirer confiance et ensuite pouvoir se venger en le tuant. Et donc c'est un livre qui tourne autour de ce personnage qui est assez intéressant, le personnage de Diane. Je trouve qu'il est plutôt riche, plutôt intéressant. On comprend tout ce qu'elle ressent, ses relations avec les autres, la partie où elle essaie de faire confiance à certains, mais c'est difficile parce que c'est une société où vraiment il y a beaucoup de non-dits. J'ai trouvé que l'atmosphère était très intéressante. Alors, je l'ai écouté en audio, donc c'est pas du tout la même expérience que de lire un livre. Vraiment, ça, c'est clair. Mais en fait, pour moi, ça fonctionne un livre audio quand vraiment j'arrive à m'immerger dans l'histoire et imaginer des choses. Là, j'ai trouvé que c'était très bien fait parce que j'ai réussi à m'immerger là-dedans. Après, je trouve que l'histoire est assez simple et assez télescopée. On imagine bien ce qui va se passer par la suite. Et j'ai pas, vous voyez, je me dis pas, oh, j'ai vraiment envie de lire la suite. On est un peu dans un monde où
ok, ce qui est chouette, c'est l'ambiance, mais... Et sinon, what else? Voilà, j'ai un peu cette sensation que j'ai souvent d'ailleurs sur des livres de fantasy. En revanche, je vais continuer, je vais lire la suite, voir si justement le tome 2 va m'apporter quelque chose, un petit plus qui va m'accrocher en fait, parce que pour le moment, certes, ça ne me passionne pas, mais ça s'écoute bien, voilà. Donc c'était sympa. C'était pas génial. Pour moi, c'est un livre moyen. Alors, je sais que ça va peut-être choquer certains. Bon, après, je crois que c'est jeunesse. Hein, donc, mais c'est un bon jeunesse, quoi. Vous voyez. Donc, et puis, le thème des vampires, c'est toujours chouette. Enfin, je sais pas, j'aime bien les vampires. Voilà, donc on en est là. Je suis en train de lire et j'ai envie, en fait, de prendre le temps de dévorer Alabama 1963 de Manchette et je sais plus qui. Je l'ai pas là, j'ai pas avec moi, il est en bas. J'ai envie de le dévorer, je sais pas si j'aurai l'occasion cet après-midi parce qu'il y a la famille qui vient déjeuner et l'après-midi, je sais pas trop, peut-être j'aurai le temps de bouquiner. J'ai vraiment envie de me poser pour le dévorer parce que ça me plaît beaucoup. Je vous en parlerai une fois que j'aurai terminé, mais je l'aurai peut-être pas terminé d'ici là. Je vais voir. Et puis, je lis avec beaucoup de plaisir Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Oh, pépite. Je suis trop contente de retourner dans l'univers après avoir fini la 9e maison. Comme en fait les univers étaient un peu trop identiques, puisqu'on parle de personnes qui voient les fantômes, qui ont une relation avec le monde des morts, avec l'obscurité. On était vraiment pas dans une ambiance identique, parce qu'il y en a un où on est dans la Dark Academia et l'autre où on est en Argentine, dans une ambiance vraiment différente, assez réaliste, avec une ambiance, une atmosphère magique très forte. Bon voilà, en tout cas j'adore. J'ai préféré donc le mettre de côté pour finir la 9e maison et le reprendre. Et je l'ai repris cette semaine et j'adore. Donc c'est trop bien. Voilà, mais celui-là, de toute façon, je le terminerai plutôt fin du mois, sauf si je le dévore sur la fin. Mais j'ai lu la moitié du bouquin et c'est vraiment la big pabasse. Voilà, donc pour le moment je vous laisse là. Je vous ferai un point demain et je terminerai ce vlog pour vous dire si j'ai réussi ma semaine à 1000, mais j'en doute. Je sais pas trop comment je vais faire mon compte parce que j'ai pas noté en fait sur Vampiria, je savais pas à combien de pourcents j'en étais. Donc je pense que je vais pas le compter. Peut-être cette semaine je vais compter les graphiques. Voilà, je vais voir. Je vais peut-être m'en lire un petit graphique ce soir aussi. Voilà, donc je vous laisse là pour le moment. Bye. Hello du lundi matin, il est 8h30. On va juste faire le petit point parce que j'ai aucune idée de combien j'ai lu. Donc j'avais noté le nombre de pages initiales envers les livres que j'ai fini de lire. Donc allons-y pour le petit récap. Alors, fables et légendes japonaises. Faut que j'aille chercher le livre parce que... zut. Faut que j'aille chercher les livres, j'arrive. Donc, on va commencer par les bouquins que j'ai lus à mes enfants. Parce que... donc là, on en était à la page 20 et en fait, on a fini. On n'a pas lu tout ça, c'est juste qu'on l'a lu on l'a lu n'importe comment, dans tous les sens. Donc là, on est de la page 20 à la page 24, ça fait 4. Hein, jusque là, d'accord. Et ensuite, on a lu pas Sangoku. On a lu Ikkyu-san. C'est ça? Je vérifie juste. C'est ça. On a lu la page 58 moins 41, ça fait donc 17. Et aux enfants, j'ai aussi lu le début de La quête du renard blanc de Chen Jiatong chez Casterman et ça nous plaît beaucoup. C'est assez dramatique au départ, hein. Mais je viendrai vous en parler quand on aura fini. Et on a lu 56 pages. Donc ça c'est ok. Ensuite sur les secrets de sorcière. Secrets de sorcière. On en était à la page 35. Et il y a combien de pages? Moi je ne sais pas. J'espère que c'est écrit. 73, 77, 77 moins 35, ça fait 35 plus 7, ça fait 42. Ensuite, alors Narnia, je pense, le monde de Narnia. Je l'avais écrit, là on était à la page 128, on n'a rien lu. Et c'est possible qu'on abandonne. Alors, je vais voir avec Joseph s'il souhaite que je continue. Pour le moment, je ne le mets pas en abandon. On va voir.
Celui que j'ai terminé, c'est la 9e maison. Et la 9e maison, on va faire le calcul. C'est 525 pages moins 414. Ça fait 111. Ensuite, la cuisinière sur ma Kindle, parce que je l'ai un peu lu ce week-end. Alors, j'en étais à la page, je dis combien? Il est là, le papier. Je vais y arriver ce matin. Alors, le papier, la cuisinière, j'en étais à la page 80. Et j'en suis à la page 165 moins 80. Merci de m'aider, ça fait 85. J'ai lu 85 pages. Ensuite, non, je pense que je vais pas y arriver, c'est pas grave. Notre peur de nuit, j'ai vraiment lu de façon très... j'ai vraiment pioché et j'ai écouté pas mal de livres audio. Donc j'en suis à la page 432 et on avait commencé avec 228. On a fait 204 pages. Et puis, j'ai commencé Alabama 1963, que j'aime beaucoup. J'aurais voulu le dévorer ce week-end, mais j'ai pas pu. Je me suis encore endormie dessus hier soir. 164 pages. Et on va compter, parce que j'ai pas compté Vampiria, et pourtant j'en ai écouté beaucoup. On va compter Magus of the Library, tome 4, qui fait 230 pages. Voilà. Donc maintenant, c'est le moment dit total, mesdames et messieurs. 913 pages. Voilà. Donc, c'est bien ce que je vous disais. J'ai pas atteint les 1000 pages. Et c'est la première fois que je fais le challenge et que je l'atteins pas. Et ça va, je vais pas pleurer. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Donc, voilà, c'est un fail. Mais en même temps, je me suis pas vraiment poussée. Et je vous ai dit, cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'ai mis à jour ma boutique après le Ch'ti Bazar. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai traité les précommandes, les commandes, enfin je suis en train de traiter les précommandes et ce week-end c'était l'anniversaire de mon second. Donc une semaine à 1000, c'était pas forcément le bon moment, vous voyez, mais c'est pas très très grave. Je referai une autre et puis... ah oui alors, pour les challenges, puisque là je vais faire le montage aujourd'hui, sachez que ce week-end, à partir de vendredi 18 h, on fait un feuilleton du week-end. Le concept du feuilleton du week-end, c'est très simple. Vous faites soit une pile à lire que vous essayez de lire pour le week-end, soit vous mettez un nombre de pages minimum, celui que vous voulez. Ce qui est pas mal, c'est d'arrondir, de faire, je sais pas, 500, 700, 1000 pages pour le week-end. Tous les supports sont permis, que ce soit album jeunesse, que ce soit BD, manga, livre, tout ce que vous voulez. Et puis l'idée c'est de challenger un peu. Moi ce week-end j'ai rien de spécial, je sais qu'on va chez mon beau-père à la campagne ce week-end et que ce qui est prévu c'est petite balade, feu de cheminée, donc je pense que la lecture sera très bien. C'est une semaine aussi, je sais pas trop si je vous ferai une vidéo à part parce que c'est une semaine où je voudrais lire les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque et faire une vidéo à part, donc voilà. D'abord je termine ça. De toute façon, je vais repartir sur une vidéo, donc je vous en reparlerai. Et je vais avancer ça. Je ne le terminerai pas cette semaine, mais j'adore. Alors, j'adore les deux. C'est vraiment deux super bonnes lectures. Pour le moment, on n'est pas loin du coup de cœur, donc c'est trop cool. Non, mais là, je m'éclate. Et c'est dommage de ne pas pouvoir... J'en suis à la moitié. Hein. J'en suis à la moitié, c'est trop bien. J'adore, j'aime beaucoup le rythme. Le rythme est très bien réalisé. Ce duo d'auteurs est super chouette. Donc, belle découverte. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle semaine de lecture. J'ai vraiment une sale tête parce que la couleur, c'est un mélange de lumière grise de l'extérieur, un peu bleutée, et de lumière jaune verte par ici. On adore, c'est trop beau. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.